Donc prochainement un livre. Oui, le bouquin il est terminé, c'est juste que j'ai pas encore publié. C'est la vie de Khalid Abdel-Mohamed. Ok, quel est ton objectif en sortant ce livre en France? Il n'y a pas le parti qui existe en France. Au-delà de la question d'informer les gens, c'est quoi aussi pour toi mon objectif à moi, c'est plutôt de mettre en lumière la vie de Khalid Abdel-Mohamed, parce que ce monsieur-là, en fait, il est assez méconnu ici en France, enfin dans la sphère francophone en règle générale, il est assez méconnu, mais pour moi qui ai fait des recherches sur sa vie et ce qu'il a fait, comment est-ce qu'il a impacté la communauté noire, bon, pour moi en fait la même importance qu'on pourrait accorder à Martin Luther King, à Malcolm X, à Mandela, pour moi en tout cas, on doit accorder cette même importance-là à la personne de Khalid Abdel-Mohamed, parce qu'il y a très peu de gens qui le savent ici en France, mais quand on voit par exemple dans les années 90, le hip-hop conscient ou engagé, comme on l'appelle, il y a très peu de gens qui savent que Khalid Abdel-Mohamed a influencé beaucoup de rappeurs, beaucoup d'artistes, beaucoup de chanteurs justement qui ont eu des lyrics et des textes assez, on va dire, révolutionnaires ou conscients. Vous avez la rappeuse Sister Souljah qui est aujourd'hui romancière, elle écrit beaucoup de bouquins. Vous avez Ice Cube qui dans une conférence a reconnu avoir été conscientisé par Khalid Abdel-Mohamed. Vous avez le groupe X-Clan, le groupe Fugees, Lauryn Hill, Flavor Flav, le professeur Griff, tout un tas d'artistes rappeurs en fait qui ont été approchés et côtoyés par Khalid Abdel-Mohamed, et grâce à qui ces artistes-là, qui pour certains sont encore vivants aujourd'hui, en tout cas ont eu la conscience quoi, à partir de ce moment-là en tout cas. N'hésite pas, le jour où tu sortiras ton bouquin, à nous solliciter pour qu'on puisse organiser une rencontre ici. Ça marche. Ok, n'hésite pas. Okay. Eh bien, quelqu'un d'autre? Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, je m'appelle Eoué. Je suis en France depuis janvier 2012. Et avant ça, je vivais aux États-Unis. J'ai vécu 17 ans, surtout à Oklahoma City. Je ne sais pas si vous connaissez. Et un peu à Dallas. Et en visionnant le film, enfin, la plus grosse impression que j'ai, c'est que les conditions qui ont causé, enfin qui ont amené les Black Panthers à se former, elles sont toujours existantes. Parce que, de mon expérience personnelle, il n'y a rien de plus insidieux que le racisme aux États-Unis. Je suis arrivé là-bas, j'avais à peu près 19 ans. Je sortais de la guerre civile au Congo. Et enfin, pour moi, j'avais une certaine identité. Mais quand vous arrivez là-bas, on vous fait comprendre que vous n'avez pas d'héritage, à part le fait que vous êtes black et tout, quoi. Enfin, black, mais surtout dans le sens péjoratif. Les violences policières, le manque d'éducation des enfants, les choses comme le breakfast enfin, je me souviens plus exactement du nom du programme, c'est quelque chose qu'ils ont amené, dont les enfants ont toujours besoin en ce moment. Parce qu'il y a des enfants qui crèvent de faim, hein, dans les quartiers black, au jour d'aujourd'hui. Il y a des choses comme le fait qu'il n'y ait pas... Moi, ce qui m'a épaté quand je suis arrivé en France, pourtant j'ai vécu jusqu'à l'âge de 12 ans à peu près, c'est le fait que dans les quartiers populaires, il y ait des primeurs. Vous voyez, les gens ont accès à des fruits frais. Alors qu'aux États-Unis, c'est pas possible. Tout ce qu'on a là-bas, c'est Burger King, KFC, enfin, tous les fast-food malsains et tout. Il y a des choses qui, jusqu'à aujourd'hui, m'épatent. Parce que tout le temps que j'ai vécu là-bas, je me disais que c'était le meilleur pays du monde. Et que, en tant que black, malgré le fait qu'il y avait tout ce qu'on sait qui se passe, qu'il y avait certains avantages. En fait, c'est pas le cas. Et enfin, je pourrais élaborer pour moi des heures et des heures sur tout cela. Mais est-ce que ça veut dire pour toi que la communauté afro-caribéenne en France est dans de bonnes conditions? Je dirais pas ça. Et puis il faut dire aussi que j'ai pas vraiment beaucoup de connaissances sur ça. Enfin, j'ai des fréquentations
et tout, mais je veux pas vraiment, parce que j'ai pas vécu ici assez longtemps pour le savoir. Et d'ailleurs, du peu que tu sais, que tu as pu observer par exemple. Moi, le moment où j'ai réalisé qu'il y avait des problèmes en France, c'était en 2005, lorsqu'il y a eu les émeutes après la mort d'Etty. Je crois que c'était. Exactement. L'Oklahoma, c'est un coin vachement conservateur et il n'y a pas vraiment beaucoup d'informations sur l'extérieur. Et moi, dans ma tête, je m'étais toujours dit que la France, sûrement, avait des problèmes raciaux et tout, mais pas au même niveau qu'aux États-Unis. Et quand j'ai vu les cités brûlées, c'est là que je me suis dit qu'il y avait, qu'il y avait quelque chose, quoi. C'est là que j'ai commencé à m'informer, à fréquenter les sites comme Noir et Fier. Je ne sais pas si c'était déjà en ligne à l'époque, mais il y avait plusieurs des blogs et tout qui me donnaient une vue sur la situation. Donc je ne pense absolument pas que c'est mieux, mais je dirais que c'est moins... C'est différent bien sûr, ouais, mais c'est moins insidieux que ce qui se passe aux États-Unis, où il y a même une régression. Parce que j'ai un pote à moi de fac qui venait de l'Arkansas, Little Rock. Et la particularité de Little Rock, c'est que dans la fin des années 80, les années 90, il y a eu une guerre de gangs horrible. Little Rock, je dirais que c'est pratiquement l'équivalent, ce serait peut-être Clermont-Ferrand, ici. Et il y a eu une guerre entre les Crips et les Bloods, parce que le Midwest, en quelque sorte, c'est là-bas que toutes les autoroutes se rencontrent pour le trafic de drogue. Et quand ça a commencé à chauffer à New York et à Los Angeles, les gens commençaient à se déporter dans les petits patins comme ça. Quand vous vous retrouvez dans une guerre de gangs, dans un coin où les flics ne sont pas préparés et tout. Et mon pote, il avait grandi dans tout ça. Il a réussi quand même à arriver à la fac grâce au programme spécialisé. Il y avait aussi l'affirmative action. Je crois qu'ici on appelle ça la discrimination positive et tout. Et il me disait que tu dis que les choses sont bien ici, mais le niveau auquel c'est arrivé là, on était au début des années 2000, c'est le meilleur niveau que ce pays atteindra. Moi je disais, mais qu'est-ce que tu racontes, Mario? C'est bien, on a accès à plein de trucs à la fac, on a des avantages parce qu'on est des minorités visibles, je crois que c'est comme ça qu'on dit ici. Et je me disais qu'il était super pessimiste, quoi. Mais avec le temps, je me rends compte qu'il avait absolument raison. Et je crois que si les choses sont accélérées quand Obama est arrivé au pouvoir, parce que ça a attisé encore plus de haine, parce que les Blancs se disaient qu'ils perdaient du terrain, donc ça a activé beaucoup de choses, quoi. Mais aussi des régressions comme le fait que il y a, je ne connais pas vraiment le terme technique, mais je crois que ça s'appelle le Voting Act, ce qui a permis aux Noirs de voter, d'avoir accès au vote démocratique. C'est quelque chose qui est renouvelé par le ministère de la Justice chaque année. Et il y a certaines circonscriptions qui sont surveillées parce qu'elles étaient notoires dans les années 60 pour supprimer le vote des Noirs. Quand tu parles d'Oklahoma City, tu parles de la communauté noire. Absolument. Alors qu'est-ce qu'en France, la communauté noire, après on peut l'associer même à la communauté maghrébine pour le coup, une question de classe sociale, on aurait comme acquis ici, mais on ne trouverait pas aux États-Unis dans ces minorités-là. Bonjour à tous. Moi c'est Emmanuel, dans le 17e on m'appelle Gomis. Bon, je vais parler publiquement, désolé. Pas de souci. Moi je bosse au sein de l'éducation nationale et je pense que la différence c'est que quand on voyage un peu aux États-Unis, en Angleterre et tout, les milieux populaires, entre guillemets, les gens qui ont peu de moyens, on ne se rend pas compte, c'est que, comme il dit, on a un institut de salles, on a des bibliothèques sur Paris juste à côté. Je pense qu'on a plus de moyens de réussir si on compare à certaines villes des États-Unis, des quartiers de Liverpool. Quand tu sors de Londres, zone 1, 2, ça va, 3, 4, 5. Même les conditions qu'on a dans le 93, ils n'ont pas du tout. Généralement, je bosse pour
les écoles privées comme Charles Péguy. Et là, je me suis dit, ces temps-ci, je suis épanoui dans le 93 parce que je fais travailler pour mes petits frères, entre guillemets. Et on ne se rend pas compte, j'ai improvisé, mais ils ont des moyens. J'ai grandi dans le 19e, j'étais au collège Mozart, lycée Armand Carrel, mais je leur dis au mot, mais 10% de vos acquis, dans le 19e, nous ne l'avons même pas. La semaine dernière, j'étais à l'hôtel des villes de Romainville, avec des députés, des responsables de l'académie, des inspecteurs et tout. Nous avons des programmes, des moyens, juste pour lutter contre les décrochages scolaires. Alors qu'est-ce qui se passe alors? Il y a de l'argent, il y a des moyens, de l'argent, mais je pense que il y a de la volonté politique. Si on voit le reportage et les Black Panther, le film Marvel qui vient de sortir, je pense que le problématique c'est plus profond. Il y a déjà les développements de l'esprit le fait de se valoriser soi-même. Autant le travail ça va être collectif et tout, mais le plus gros problématique, je pense, c'est que la plupart de nos jeunes, ils n'ont plus d'espoir. Et ça vient d'où ça? Ça reste une très longue histoire. On va dire ça. Un point, par exemple, un exemple. Nous tous, on a été bien éduqués, des choses comme ça, mais par exemple, mon père, limite, m'a toujours dit, je sais pas, il m'a toujours fait sentir que t'as pas les moyens, entre guillemets, comme un enfant blanc. T'as pas les compétences, t'as pas ce potentiel. Il m'a plus poussé à aller travailler tôt que de poursuivre des études, par exemple. Il y a déjà ça, parce que j'ai des oncles qui me parlent plus, soi-disant je suis arrogant parce que j'ai mon master et tout. Voilà, je pense que l'entourage que nous avons, après on ne va pas reprocher ça à mon parent, c'est que comme quand mon grand-père est arrivé à Marseille et tout, c'est sûr qu'il n'avait personne pour l'expliquer. Je pense que la conjoncture à Paris, en France. Et à partir de là, nous avons personne pour nous guider, entre guillemets. Quand je vois le contexte de mon petit frère qui a 18 ans et moi, ça n'a rien à voir, parce que je suis là déjà pour expliquer c'est quoi les études, c'est quoi la fac. Nous, tu connais Moody, on était à la fac ensemble et tout. Quand on est arrivé en première année à la Sorbonne, il n'y avait personne pour nous expliquer les choses. En plus, on tombe sur une prof qui nous dit ouvertement, limite en tant que noir, en tant qu'habitant du 19e, et en sortant à faire bac pro en plus, vous n'avez rien à faire à la Sorbonne. C'était le premier beau genre. Ça démarre de ça. Donc je pense, après, bon, c'est pas pour trouver des excuses, c'est sûr qu'on est en bas, c'est pas normal et tout, on veut les mêmes droits, les mêmes devoirs que les autres, comme ils l'ont expliqué les Black Panther, pardon. Mais je pense que pour combattre, trouver des solutions en première lieu, ce serait surtout, je ne vais pas dire que c'est pas trop tard pour nous, mais commencer par rapport aux enfants. Au niveau de l'éducation nationale? Non. Les revaloriser, tu veux dire? Par rapport à nous-mêmes. Okay. Parce que, je pense sur l'éducation nationale, mais à force de compter sur le gouvernement, l'État, je pense que les choses ne pourront pas avancer. Sans être raciste pour autant, je ne sais pas, mais mettons à leur place. Leurs enfants, ils ont toujours été en haut. Je ne peux pas venir lui dire en tant que père, tu sais, les jeunes noirs qui est là, tu peux lui ouvrir la porte un peu pour qu'il puisse se mettre au même niveau que ton propre enfant. Non, c'est impossible. Je pense que si les quartiers populaires, on veut se développer, il y a plusieurs moyens, comme l'économie sociale, qu'est-ce que tu fais par rapport aux associations et tout. Je pense que ça nous-mêmes de nous former et d'éduquer nos propres enfants. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Parler de la France, mais enfin je connais quand même un peu, je crois qu'il y a une grosse différence avec, j'ai l'impression, avec peut-être les États-Unis ou d'autres pays, c'est que je pense qu'en Europe, il y a quand même une certaine base d'une illusion, au moins, assumée d'une société.
C'est-à-dire on affirme qu'on a une société, sauf en Angleterre où Thatcher va dire qu'il n'y a pas de société. Mais en général, au moins, on l'affirme. Alors que j'ai l'impression, j'assiste à une impression parce que je n'ai pas grandi, en tout cas je n'ai pas vécu adulte aux États-Unis, j'ai quand même l'impression qu'aux États-Unis, l'idée même de société, c'est en gros des individus les uns plus les autres. L'idée de former corps, de former une société, de faire... il n'y a qu'à voir la différence dans les dépenses sociales, dans les aides, voilà, quand il y a la question de chômage, c'est quand même un pays où on manifeste contre un système de sécurité sociale universelle. Je pense qu'ici, il y a au moins l'illusion de dire qu'on va faire une société avec tous les travers qu'il y a, et donc quand même, ça forge quand même l'idée que, bon, ok, on a, effectivement, il y aura toujours des racistes, il y aura toujours des xénophobes, mais au moins, à un certain stade, il faut au moins faire semblant. Je pense qu'il y a ça. Il y a des gens qui disent, par exemple, qu'il vaut mieux le système, entre guillemets, honnête aux États-Unis, ouais, de dire qu'un blanc va dire à un noir, je te déteste, je ne t'aime pas, je ne t'aimerai pas, que celui qui va être là et qui fait semblant de t'aimer pour te planter. Ouais, oui, non, je suis d'accord, mais... Je dis juste... Moi, j'irais demander aux Américains noirs ce qu'ils en pensent. Parce que moi, je ne peux pas dire... Eux, ils se font, je crois, un peu plus souvent flinguer qu'ici. J'ai l'impression. En Europe, par exemple, est-ce qu'il vaut mieux quand tu dis une illusion, d'accord, ouais, c'est-à-dire que c'est faux, on te maquille une scène. Oui, est-ce qu'il vaut mieux une société qui est honnête dans sa discrimination, dans sa volonté de domination, ou une société qui est malhonnête? On a vu l'apartheid, on a vu comment ça fonctionnait, on a vu la discrimination qui était tout à fait officielle aux États-Unis. Je pense que personne n'a envie de ça. Ce que je dis encore, c'est que c'est une illusion, mais je veux dire, au bout d'un moment, il y a des gens qui croient en cette illusion et qui font au moins un effort. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas dire, non, là, on ne met rien, parce que c'est ce genre de populations qui sont là. On ne peut pas le faire frontalement. Il faut trouver des manigots. Les gens les trouvent. Mais au moins, j'ai l'impression que c'est un peu plus long à la détente pour pouvoir se mettre en place. Et pendant ce temps-là, les autres peuvent s'organiser aussi. Que par contre, voilà, quand la discrimination était légale aux États-Unis, je veux dire, tu peux rien faire. Je veux dire, tu t'organises, on vient de tuer, c'est fini. Il n'y a pas la discussion, il n'y a pas le samedi soir, on s'est réunis. C'est ça que j'ai envie de dire. Et je crois qu'il y a une grosse différence historique aussi entre les États-Unis et l'Europe, c'est que l'Europe aussi, toujours dans cet esprit d'illusion, la discrimination massive, elle était loin, elle n'était pas en Europe en fait. Que les États-Unis se sont construits, c'est-à-dire que ça fait 400 ans ou plus, qu'il y a cette distinction claire et réelle. Il y a eu des philosophes qui ont théorisé le code noir par exemple en France. Oui, bien sûr, mais comme moi je veux dire au niveau du sol. Que la terre s'est construite comme ça, tu veux dire? Non, ce que je veux dire, c'est que le code noir, c'était loin, physiquement, géographiquement. C'est ça que je veux dire. Que donc ici, les gens n'ont peut-être pas l'idée, voilà, philosophique, on va dire, ok, les noirs sont ceci, nous on est comme ça, ok. Mais ils n'ont peut-être pas vécu. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'aux États-Unis, ils l'ont vécu pendant 400 ans. Donc on peut leur dire que vous êtes égaux. Mais toute l'histoire du pays te montre le contraire, te montre. Et tu l'as vu toi-même quand tu étais gamin. Et donc, je veux dire, je crois que ça, du coup, ça crée une différence, même dans les mentalités. C'est pas clair ce que je dis. Enfin, c'est un peu confus, parce que je réfléchis en même temps. Mais je pense que c'est une grosse différence qu'il y a par rapport aux États-Unis. Et donc, moi, j'ai toujours un peu peur quand on compare les États-Unis et l'Europe. Ce qu'on fait beaucoup, surtout dans certains mouvements afro qui essayent juste de prendre ce qu'il y a eu aux États-Unis et adapter ici. Je pense qu'il faut faire attention à ça parce que les contextes sont tellement différents, tellement différents que, bon, voilà, il faut s'inspirer, bien sûr, il faut regarder ce qui est bien, mais voilà, à un moment, il faut aussi se dire, ok, nous, on a nos propres parcours ici, ça fait moins longtemps qu'on ait une présence forte en Europe, ça fait très longtemps qu'on est là, mais une présence forte, ça fait pas tellement longtemps, on a tous des parcours très différents. Certains sont français, d'autres non. Certains sont nés en France, d'autres non.
Certains connaissent le pays d'origine, ils vont régulièrement, d'autres non. Enfin voilà, c'est toute une série de différences qui pour moi sont très importantes, de dire ok, il faut réfléchir aussi. C'est bien de regarder ce qu'il y a, c'est très important. Mais bon, il faut surtout aussi puiser ce qu'il y a sur place. Pour rebondir un petit peu à ce que tu as dit, sur l'idée de cette illusion, justement, moi je trouve que c'est une mauvaise chose personnellement, parce que c'est ça qu'empêche aussi les gens d'agir et de faire des choses. Les Black Panthers, les mouvements qu'il y a eu Move aussi aux États-Unis, il y a des mouvements qui se sont créés, parce que justement, ils n'avaient plus le choix, il fallait faire des choses. Et ici, juste avec cette illusion, il y a des gens qui vont se dire, bon ben, c'est pas grave, on peut laisser couler limite. On va pas avoir besoin de se mettre ensemble et d'avoir des réunions comme ici où on va se dire qu'est-ce qu'on fait pour faire avancer les choses. Et les choses, elles vont pas bien ici. C'est sûr que c'est pas pareil, c'est pas la même histoire qu'aux États-Unis, mais elles vont pas bien. Et le racisme, il est super présent en France. Il est super présent de manière sournoise en plus. De manière subtile, sournoise et sur plein de petits détails. Que ça soit des petits à l'école, il y a plein de petites choses où on fait comprendre aux enfants que toi, tu es issu de l'immigration, toi, tu es un noir, toi, tu es un arabe, et il y a déjà des différences dès le début. Effectivement, c'est une histoire aussi d'éducation. Il faut que les parents apprennent à leurs enfants qui y sont, leur histoire, les luttes qu'il y a eu, et qu'on leur apprenne qu'on ne peut pas se laisser faire, on ne peut plus être les Noirs, les Arabes. Voilà, on est ici, on est en France, et on va se battre, il faut qu'on fasse les choses. Et d'être dans une idée d'illusion qu'on est tous ensemble, ça fait que les gens, au final, ils se mettent dans, ils se disent, bon, ça va, on est ensemble. Alors que c'est pas vrai, on n'est pas ensemble. Alors j'ai pas vraiment compris, mais c'est comme ça que... Ouais. Mais le racisme, même dans les années... moi je sais que mes parents, par exemple, c'est un couple métis. Mon père il est du Sénégal, ma mère elle est juive d'Algérie, donc voilà. Et quand ils étaient jeunes, les couples mixtes, en France, il n'y en avait pas beaucoup. Et ils ont vécu le racisme vraiment, mais très très fort. Les contrôles d'identité au faciès qu'il y a encore maintenant, mais qui étaient encore... Enfin, qui était peut-être plus visible. Maintenant, c'est ça, c'est sournois, c'est devenu une habitude limite. Ah ben, on est des Renois, donc on va se faire contrôler, c'est devenu... Et j'ai l'impression que les gens, ils laissent de plus en plus couler. Il y a de moins en moins de réunions comme ça, ou alors ça va être des petites réunions avec des effets... voilà, on va faire un peu de bruit pour dire on va faire quelque chose, et puis derrière, ça retombe comme un soufflet, il ne se passe plus rien. Il n'y a plus les mouvements comme à l'époque, les Black Dragons, etc., même si c'était des gangs de cité, voilà. Mais ils faisaient des choses, ils allaient, quand il y avait des réunions de fachos, ils allaient, ils leur cassaient la gueule, il se passait des vrais trucs. Maintenant, il ne se passe plus rien. Et j'ai l'impression que c'est de pire en pire, et ça fait que les jeunes, ils ne sont pas forcément au courant de tout ça, des reportages comme ça, ils ne les verront pas. Même le fait, tout à l'heure, j'ai entendu parler du film Black Panther, c'est tout bête, hein, mais qu'il y a un film qui s'appelle Black Panther. C'est un Marvel, ça ne parle pas de l'histoire des Black Panthers. Mais ça fait que les jeunes, maintenant les petits, on va leur parler des Black Panthers, ils vont dire « Ah, les Marvel !» Non, il y a autre chose avant. Et si ça, ils ne connaissent pas, ça ne va pas les aider à savoir d'où ils viennent, en fait. Tu penses que ça n'a pas servi? Je pense pas que ça ait servi. Je pense... Si, c'est génial. Hein. Moi, franchement, je suis la première à être super contente d'être allée voir le film, à m'être dit, ouais, il y a des Renois, on a un film pour nous, ouais, c'est super, Wakanda, tout ça. Il ne faut pas oublier que le Wakanda, ça n'existe pas. Il y a des choses qui existent réellement, et il faut qu'on connaisse notre histoire pour savoir comment on va faire pour avancer. Et c'est pas en se disant, il y a un super-héros Marvel noir que c'est super, ça fait avancer les choses. Non, c'est bien sur le coup. Mais Black Panther, c'est autre chose. Avant d'être un Marvel, même si ça existait, avant d'être un Marvel, il faut qu'on parle de l'histoire des Black Panthers et qu'on sache ce que c'est. Voilà. Et je trouve que malheureusement en France, le problème aussi, c'est qu'il n'y a pas assez d'union. On n'est pas assez unis. On ne va pas assez faire de choses, notre communauté elle n'est pas assez soudée. Quand on voit les Asiatiques, etc., comme ça. Quand il se passe un truc, c'est entre eux, ils s'aident pour faire avancer les trucs, machin. Nous, on n'est pas assez soudés. Et tant qu'on ne sera pas plus soudés, on n'avancera pas. En fait. Et c'est dû à quoi ça, par exemple? Je pense qu'il n'y a pas de combat commun. Je pense que c'est dû, d'une part, donc, effectivement, à l'éducation, à ce que certains parents, moi par exemple, mon père, il m'a toujours... Bon, moi, j'ai toujours été militante parce que ma mère, comme tu le sais, a fait partie des Black Panthers aux États-Unis.
une des rares blanches à avoir fait partie des Black Panthers. Après, elle a fait partie du mouvement latino aussi, parce qu'il y avait un mouvement latino aussi dans les Black Panthers. Donc moi, j'ai toujours eu ce côté militant. Mais à côté de ça, mon père, il fait partie des papas sénégalais, etc., qui te disaient, comme t'es noir, faut pas faire de vagues non plus, faut pas que tu te fasses remarquer. Comme s'il fallait, t'es noir, alors faut pas faire de bruit, faut pas faire, voilà, faut rien dire. Et ça, c'est un problème, il faut dire à nos enfants, non, c'est pas parce que t'es noir que tu vas pas avoir le droit de parler, tu vas pas avoir le droit de revendiquer ce à quoi t'as le droit. C'est pas parce que t'es noir que on peut te dire, bah attends, toi tu passes après. Et ça, je pense que c'est à nous de faire ce travail-là. Moi, mes filles, bon, elles sont blanches de peau, mais elles savent leurs origines. Voilà, comme je leur ai dit, il ne faut jamais qu'on vous dise que vous valez moins parce que vous venez de là ou de là. Il faut que vous sachiez que votre valeur, c'est aussi votre histoire. C'est aussi ça qui fait ce que vous êtes. Et je pense que c'est à nous de faire ce travail-là.